BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, c'est la page culture de cette émission et aujourd'hui la culture va nous ramener vers la politique. On va parler des Fossoyeurs de la Belgique. C'est un ouvrage signé Wouter Verskelden qui est notre invité. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un bouquin super documenté sur les longues tractations qui ont abouti à la formation du gouvernement fédéral actuel. Quand je dis longue, on estime c'est quoi, aux alentours de 600 jours à peu près. Entre le moment où Bart de Wever décroche la prise du gouvernement de Charles Michel et le moment où Alexander De Croo va pouvoir prêter serment. D'abord un mot sur le titre, les Fossoyeurs de la Belgique. Pourquoi les Fossoyeurs ? Qui sont les Fossoyeurs ? Je sais, c'est un peu lourd. C'était pas facile de choisir un bon titre, mais je pense qu'il y a des Fossoyeurs de haut niveau, Fabrice. C'est-à-dire, d'abord, quand même, le négo qu'on a vu l'été passé entre les deux grands, Bart de Wever et Paul Magnette, qui était quand même en train de peu enterrer ce pays, de le diviser entre régions, mais d'une façon assez loin. Mais plus profondément, peut-être que il faut constater le spectacle qu'on a vu, qu'on a vécu tout comme journaliste, était pas chouette, était vraiment dur à suivre, mais aussi avec pas trop d'espoir. C'était un spectacle de temps en temps avec des coups dans le dos, avec des trahisons. Il y a beaucoup de trahisons dans ce récit. Oui. Et je pense des relations personnelles déplorables qui n'aident pas ce pays, qui n'aident pas à, par exemple, se battre contre cette crise immense de Corona. Et là, il faut constater que c'était un peu les Fossoyeurs, quoi. Ouais. Donc c'est un ouvrage très très documenté. C'est un petit peu ce qu'on peut trouver parfois dans les journaux quand on fait un petit peu le récit d'une crise ou des coulisses. Mais ça s'étale sur une beaucoup plus longue période, puisqu'on parle de quasiment 2 ans de négociations ici. Et il y a énormément de choses qui parfois ont été écrites dans les journaux, mais parfois n'ont pas été écrites dans les journaux et parfois étaient même pas du tout connues. Comment est-ce que vous avez travaillé ? C'est-à-dire qu'il a fallu rencontrer tous les acteurs, faire de longues interviews et avoir leur récit aux uns et aux autres ? Non, d'abord, il faut démarrer avec le constat moi-même que j'ai fait de lire tous mes notes, que j'avais pris en fait 1 semaine de vacances entre Noël et les réveillons de 2020. Et le reste, j'avais des papiers quotidiens pour juste suivre. J'avais toutes les notes en off. Et ça a été déjà une trésor d'infos. Mais additionnellement, j'ai fait des longs entretiens avec les joueurs clés. Et là, vient toujours les détails qu'on ne savait pas au moment des choses, ou peut-être aussi de big picture, comme on dit. La capacité à prendre un peu de recul et analyser sur le long terme ce qui s'est passé. Ouais. On va préciser quand même pour les francophones qui ne connaîtraient pas que vous êtes un journaliste politique influent côté flamand. Vous avez été notamment le rédacteur en chef du Morgen. Vous travaillez maintenant pour des sites d'infos qui sont Business AM et Newsweek. Notamment, c'est votre capacité à suivre l'actualité au quotidien qui vous donne l'accès à ces grands acteurs de la politique. Ils vous parlent facilement ou pas ? Je pense que... Ou ça dépend des moments et ça dépend de ce que vous avez écrit la veille. Tout à fait. Non, mais il y a un certain désir, je pense, avec chaque politicien, une volonté de s'expliquer quand même, de donner une rationnelle, une sorte d'explication pourquoi ils ont fait telle action ou tel geste à ce moment, et bien aussi, je pense, afficher une certaine image d'être le plus malin, le plus intelligente. Il faut jamais sous-estimer le vanité aussi de chacun. On va signaler qu'il y a donc deux niveaux de récit. Le récit de la crise et le récit de toute cette tractation. Et vous allez entrer dans la salle des machines et vous allez comprendre un petit peu comment se passent les réunions, qui a vu qui à quel moment pour parler de quoi, qui a claqué la porte, tout ça est très très bien raconté. Et il y a aussi toute une série de portraits des acteurs clés, où en une grosse page on explique un petit peu le parcours de Conor Rousseau ou le parcours de Paul Magnette par exemple. Il y a quelque chose qui est très frappant dans votre ouvrage, Wouter Verskelden, c'est qu'en fait Bart de Wever et Paul Magnette, un petit peu avec Elio Di Rupo d'abord, mais surtout avec Paul Magnette après, sont allés quand même très très loin dans les négociations. Il s'est pas fallu de grand chose pour qu'on ait un gouvernement avec le PS et la NVA. Comment ça se fait qu'ils aient pu aller aussi loin et que ça ait finalement capoté ?
Mais d'abord, il faut peut-être souligner que moi-même, j'étais un peu choqué quand j'ai entendu tout ce qui s'est passé. Par exemple, à un moment donné, Paul Magnette pose la question à Bart de Wever. Bart, ça te dérangeait si nous gardions le nom de la Belgique juste pour Bruxelles et la Wallonie? Pas pour dire que c'était en concret, mais que c'était des réflexions qui allaient quand même assez loin et que c'est pas juste au niveau des NVA qu'on fait des exercices comme ça. Ouais. Donc ils ont discuté de ça. Et pour qu'on explique bien, garder le nom de la Belgique pour les francophones, ça veut dire qu'ils gardaient la représentation de la Belgique dans les institutions européennes ou dans d'autres organismes internationaux, alors que la Flandre aurait dû faire la démarche de ce que considérer comme un nouvel État qui devait faire toutes ces demandes. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Bart de Wever? Il a trop bien compris que c'était une occasion fantastique, parce que ça fait 20 ans qu'il se bat pour une idée comme ça. Il n'est jamais un colloque ou quelqu'un, un partenaire à l'autre côté de la frontière linguistique. Et alors, c'était pour lui fête de Noël, mais à l'été, peut-être. Quand vous écrivez ça, par exemple, cette question de Paul Magnette à Bart de Wever, qu'est-ce qui vous permet de l'écrire? C'est que les deux vous l'ont raconté, c'est l'un des deux qui vous l'a raconté, parce que c'est un petit peu le danger, Walter Verskelden, on est dans une reconstruction d'une scène à laquelle on n'a pas assisté. Comment on est sûr qu'on ne se fait pas un petit peu intoxiquer? Il faut jamais demander aux journalistes ses sources, mais il y a des règles quand même générales, c'est-à-dire il faut avoir une confirmation de 2 sources quand même. Et là, j'ai appliqué cette règle toujours. On ne peut pas écrire des choses qui viennent juste d'une côté. Mais c'était, je pense, il y avait une ouverture, parce que ça date aussi, c'est depuis un an qu'on a eu un gouvernement. Et ça a été confirmé que ça a été relativement loin dans la discussion entre le PS et la NVA, jusqu'au moment où il y a des fuites. Et là, c'est quand il y a des fuites que ça devient plus compliqué pour Paul Magnette. Notamment parce que le bureau du PS ne le suit pas. Non, attends, mais je pense aussi, au long terme, que c'est important, même pour le PS, que ça sort. Il faut une certaine réflexion aussi à côté francophone, que comme on est pour le moment dans ce pays, dans cet État, qu'on ne peut pas continuer. Et ça ne m'étonnerait pas que, par exemple, à décembre l'année passée, Paul Magnette est sorti aux télé flamandes, en fait, pour proposer cette idée de 4 régions par entier, que Bruxelles devient quelque chose de sérieux. Et ça était, je pense, basé sur l'idée aussi, le constat à côté francophone, que la NVA est prêt, derrière les coulisses, de lâcher Bruxelles. C'est pas ce que dit Bart de Wever dans son dernière interview. Il parle toujours, lui, d'une Belgique à 2+2, pas d'une Belgique à 4. Mais je pense ça veut dire où Bruxelles et la communauté germanophone n'auraient pas le même statut que les deux autres. Non, et Jan Bon a répété ça d'ailleurs. C'est un peu la fixation des Flamands sur les communautés. Mais en réalité, et ça c'est aussi dans le bouquin, les Flamands, et notamment Bart de Wever, ont lâché cette idée et ils sont accordés avec Paul Magnette. Bon, on continue dans la route de région, et ça veut dire que bon, Bruxelles sera part entier, et il n'y aura plus des gestions ou un embrouillement de communautés là-dedans. C'est les Flamands qui lâchent un peu Bruxelles. Je repose ma question, comment est-ce que vous expliquez que Paul Magnette et Bart de Wever soient allés si loin dans ces discussions-là et que finalement ça rate quand même? Parce que là, entre les autres fossoyeurs, on peut dire, il ne faut pas oublier, il y avait les Verts, il y avait les libéraux, et les deux familles se sont mis à la table. C'est eux qui ont bloqué un moment avec ce fameux communiqué commun. Il faut retourner, oui, mais il faut retourner 10 mois avant, parce qu'il y avait cet exercice de Paul Magnette en 2019 déjà, quand il était informateur, et là, ils étaient très proches d'une coalition, très pareille à Vivaldi, c'était arc-en-ciel, mais quand même. Et là, on peut dire, c'était un peu la trahison d'Alexandre De Croo, qui a fait un accord secret avec Bart de Wever. À ce moment, il a dit, bon, Egbert Lackaert vient, on va faire une coalition PS-NVA avec vous. Est-ce que ces acteurs, entre eux, ils se respectent, ils s'entendent, ils s'estiment, et donc il y a peut-être un petit peu de comédie devant les caméras, ou est-ce que, franchement, ils se détestent? C'est quoi votre analyse aujourd'hui? Ça dépend un peu des relations. On peut dire, sans trop de gêne, que par exemple, un type comme Georges-Louis Boucher n'a pas trop d'amis, de vrais amis, ou pas trop de respect vis-à-vis des autres partenaires. Mais entre, par exemple, les deux, Bart de Wever et Paul Magnette, c'est sûr que un certain rapport se développe, ils partagent une humour très noir. Par exemple, à un moment donné, il y a des attentats de grenades à Anvers, il y a cette guerre de drogue. Et là, Paul Magnette envoie un petit WhatsApp à Bart de Wever en disant « Bart, c'était pas moi ». Et de Wever répond « Je sais, parce que les vrais criminels se trompent pas d'adresse ». Oui. Tu vois, c'est une sorte de humour qu'il partage. Très cynique. Oui, mais et quand même, je pense que c'est... à l'été passé, en 2020, il y a quand même
peut-être une trace d'espoir aussi pour ce pays. Parce que si les deux grands sont capables de se mettre à la table et régler les grands conflits, ça peut donner une future pour ce pays. Un mot sur Conor Rousseau, qu'on ne Oui. connaît pas très très bien côté francophone, donc c'est le président de Vooruit, le nouveau nom des socialistes flamands. Il a un rôle important quand même dans le rapprochement et dans la circulation des idées. Et est-ce qu'à un moment, ce que vous écrivez aussi, c'est qu'il peut se sentir trahi par les socialistes francophones ? Sans doute. Sans doute, c'est très clair. À un moment donné, on parle en fait de mars 2020, juste avant le crise Corona. Là, il y a un vrai accord entre les socialistes et les NVA, et c'est brisé par Magnette. Et finalement, on a tout vu que c'est le gouvernement Wilmes II qui vient. Pour les socialistes, c'est pas du tout une situation optimale. Et ça prend encore 6 mois pour une autre crise. Et en fait, là, il faut aussi constater que peut-être ce pays a manqué une vraie coalition, un vrai gouvernement puissante qui pouvait gérer cette crise au lieu de Wilmes II. Ouais. Alors, il y a tout le détail, il y a plein de réunions qui sont racontées, il y a les comités de concertation qui sont racontés, il y a la fameuse scène du PowerPoint dont vous vous souvenez peut-être. Il y a plein de détails et plein de révélations et d'anecdotes croustillantes dans cet ouvrage. J'ai envie de vous poser cette question-là pour terminer. On sait qu'on va vers une nouvelle négociation, au moins en 2024, peut-être avant, pour reformer un nouveau gouvernement fédéral. Quand on lit tout ce que vous avez pu écrire, notamment sur les relations entre le PS et l'NVA, ça veut dire qu'il y a de l'espoir et qu'on pourrait repartir de tout ce qui s'est dit et que ça pourrait ne pas nous prendre 600 jours la prochaine fois ? Franchement, je l'espère bien pour nous journalistes, mais pour tous les citoyens. Et en plus, il y a, je pense, une vraie menace de l'extrême droite et l'extrême gauche dans ce pays. On a vu déjà ça dans les élections en 2019. Je pense cette fois-ci, on n'a peut-être plus une occasion de vraiment régler les choses et de créer un grand accord pour ce pays. Ouais. Donc il faudra que ça négocie sérieusement en 2024. Ce sera peut-être la dernière chance. Espérons. Merci Wouter Verskelden. Donc ça s'appelle Les Fossoyeurs de la Belgique. C'est aux éditions Média Nation. Je signale qu'il y a une version papier, comme celle que je tiens en main. Il y a aussi une version en ligne pour ceux qui sont plus modernes. Petite dernière précision, l'avenir de la presse en ligne, puisque vous écrivez vous maintenant pour des médias en ligne, Newsweek, Business AM, c'est l'avenir. Vous y croyez ? Ça remplace le papier ou pas encore ? Ça sera jamais remplacé, je pense, Fabrice, mais il y a quand même, si on voit les jeunes qui choisissent leurs instruments, leurs appareils, c'est inévitable qu'on va tous vers le numérique, non ? Ouais. Donc Business AM ou Newsweek pour lire presque au jour le jour les articles de Wouter Verskelden et Les Fossoyeurs de la Belgique. C'est vraiment un ouvrage où il y a plein de détails, plein de révélations, plein de choses que moi j'ai pu vivre de l'intérieur, mais aussi des choses que je ne savais pas. Donc ça vaut la peine d'être lu. Merci beaucoup. Merci. On va tourner une petite page de pub et puis on va retrouver Marine Guillet.